également au départ que certains d'entre vous ont l'excellente idée de me mettre des messages par rapport à des choses qu'ils aimeraient voir représentées au cours de ces cours. Donc vous allez voir qu'aujourd'hui on va y faire référence et c'est très bien ainsi. Donc n'hésitez pas par rapport à telle ou telle question que vous posez concernant la géopolitique de l'Europe, à mettre, la dernière fois j'avais laissé l'adresse mail ou le téléphone pour mettre un texto si vous le souhaitez. Donc nous en étions arrivés la dernière fois donc à la fondation de ce qu'on appelle la République fédérale allemande à partir de cette période qui suit le congrès de La Haye et avec un calendrier, vous voyez, qui correspond à des étapes assez rapprochées. Donc les alliés qui exerçaient une supervision, on peut appeler les choses ainsi, de l'Allemagne pour la partie occidentale. On laisse de côté l'Allemagne orientale pour l'instant. Donc des travaux qui ont été menés dans le cadre d'un conseil parlementaire. Alors c'est assez original la manière dont ça s'est mis en place. C'est avec des représentants des différentes régions, ce qu'on appelle les Länder en Allemagne. Et donc pour que ce conseil se réunisse, il est présidé par celui qui va devenir le chancelier très vite après, qui est Konrad Adenauer, un personnage dont on reparlera assez longuement parce que c'est quand même un des grands bonshommes, si on peut dire ainsi, de la construction européenne. Et ce conseil va élaborer ce qu'on appelle en Allemagne la loi fondamentale. En Allemagne, vous n'avez pas une constitution au sens où nous l'avons chez nous. C'est ce qu'ils appellent la loi fondamentale qui leur sert ainsi de repère. Regardez la date de promulgation, vous voyez donc que les travaux ont été menés à un assez bon rythme. Un assez bon rythme. Avec, pendant, donc à l'issue de cette promulgation, il y a eu des élections et c'est le parti, alors vous savez il y a deux très grands partis politiques en Allemagne à cette période-là, CDU et le SPD, donc plus droite et gauche on peut dire. La CDU est avec un allié qu'on appelle la CSU qui est spécifique à la Bavière, mais qui est la même famille politique. Depuis, vous savez qu'il y a d'autres familles qui existent dans la vie politique parlementaire allemande. C'est le cas des Verts qui ont une certaine audience, les Grüne, comme on les appelle. Et puis, vous avez les libéraux qui font partie de la coalition avec le SPD en ce moment. Et tout à fait à l'extrême droite, le FPD, qui n'existait pas à l'époque. Alors, cette fondation de la RFA, c'est intéressant parce que finalement, on va voir très vite après ces terribles années de guerre, se mettre en place une organisation et un système qui va bien participer à la vie de cette Europe en construction. C'est la période également, pour reprendre, et là on touche bien à des dimensions réellement géopolitiques, c'est effectivement qu'on est dans un monde de rivalité Est-Ouest, avec deux blocs qui sont constitués. Vous vous souvenez, on avait parlé de la doctrine Truman pour l'Ouest, de la doctrine Jdanov du côté des Soviétiques. Donc deux mondes inconciliables. C'est ça qu'on avait présenté. 1948, c'est également une année assez dure au regard de cette tension géopolitique de l'époque. C'est ce qu'on appelle le coup de Prague, au début de l'année 1948. La Tchécoslovaquie était un pays un tout petit peu particulier dans tous ces pays qui avaient été libérés par l'armée rouge. Pourquoi ? Parce que c'était un pays qui avait connu un certain passé démocratique, avec un président avant-guerre déjà, qui s'appelait le président Beneš, qui était un homme assez ouvert aux idées démocratiques et libérales. Et lui-même était donc revenu dans une coalition à Prague, et là, ce qu'on appelle le coup de Prague, c'est l'éviction de tous les ministres qui ne sont pas membres du Parti communiste. Voilà. Donc l'armée rouge aligne la Tchécoslovaquie sur ce qui se passait dans d'autres pays de la partie orientale libérée par l'armée rouge.
Alors, toujours dans cette année 48 et dans cette rivalité géopolitique, qu'est-ce que l'on voit? Quelque chose qui est assez intéressant au sein du Congrès américain. Le Congrès américain, à la grande différence de 1918, c'est presque à l'opposé, on peut dire. À la libération, enfin à la fin de la Première Guerre mondiale, on peut dire que les Américains s'étaient retirés en quelque sorte de la vie politique européenne. C'était un retour vers l'isolationnisme. Point qui n'est jamais totalement absent de la vie politique américaine. On le sait bien aujourd'hui à travers ce qui pourrait se passer concernant l'Ukraine avec une autre administration que l'actuelle administration démocrate. Bon, donc, eh bien, ce que vote le Congrès américain, j'avais fait un mot à propos de l'amendement qui est très célèbre, l'amendement Vandenberg, c'est que, eh bien, le Congrès américain autorise le président et l'administration américaine à s'engager dans des alliances internationales. Donc la SDN, les Américains n'y participaient pas après la Première Guerre mondiale. Bien sûr, à l'ONU, ils vont y participer. Et ils vont participer à un certain nombre de structures d'alliance, comme l'OTAN, dont on a beaucoup reparlé tous ces derniers mois. Alors, ça aussi comme perspective géopolitique pour ce qui concerne cette Europe en construction, vous le comprenez bien, et c'est pour ça que je vous l'ai mis en gras à la signature du traité de l'Atlantique Nord en août 1949. Qu'est-ce que ça a comme conséquence? C'est que l'Europe, notre Europe occidentale, bon, vous n'étiez pas né, alors bien sûr vous ne pouvez pas vous en souvenir, ni moi d'ailleurs, la défense de l'Europe s'organise dans un cadre transatlantique. Et vous observez qu'un certain nombre de débats qui ont cours dans les semaines et les mois qui nous précèdent, on est revenu justement à cette question de ce caractère très transatlantique de la défense européenne. À l'opposé, eh bien, du côté soviétique, va se constituer également une alliance militaire qu'on appelle le Pacte de Varsovie, qui est le pendant de l'Alliance atlantique. Alors on va aller faire un petit tour pour mieux connaître des personnages dont les noms, bien sûr, j'espère vous disent un petit peu quelque chose, qu'on appelle les pères de l'Europe. C'est des personnages, là il y en a 4, c'est un peu dommage, on verra qu'en réalité ils étaient plus nombreux que ça, mais qui sont des gens... normalement, quand on fait un cours de géopolitique, on ne devrait pas utiliser d'adjectifs trop élogieux. C'est des gens quand même assez géniaux, il faut le dire. Assez géniaux, en ce sens que dans le contexte de l'après-guerre, avoir conçu une Europe qui s'unisse, qui fasse la paix, qui coopère, c'était quand même des grands bons hommes. Alors vous avez de gauche à droite Alcide de Gasperi, qui est italien. Vous avez Robert Schuman, bien connu chez nous, bien sûr. Jean Monnet à côté, également français, et Konrad Adenauer. Alors on va faire un petit peu plus connaissance avec eux, parce que je crois que le voyage en vaut la peine. Là, sur cette diapo, vous en voyez quelques autres qui malheureusement n'étaient pas sur les statuts qu'on a vus tout à l'heure. Il y en a un qui a joué un rôle éminent, c'est un Belge qui s'appelle Paul-Henri Spaak, un personnage tout à fait essentiel de la construction européenne. Et puis deux autres plus discrets, mais leur discrétion ne voulait pas dire second rôle, pas du tout. Au contraire, mais ils le faisaient avec leur manière à eux, qui est Johan Beyen, qui est hollandais, et surtout un du plus petit pays, qui est Joseph Bech, qui est un luxembourgeois. Alors on va aller un petit peu de l'avant. On va commencer par Alcide de Gasperi. C'est comme plusieurs autres, comme Schuman ou Adenauer, c'est un démocrate chrétien. Une famille qui a une certaine importance politique à cette période post-libération. Et il est dans un pays où la démocratie chrétienne, qui n'avait pas connu les turbulences postérieures encore, un pays où elle était un peu en balance, on peut dire, avec le Parti communiste italien, le PCI, qui avait des scores très importants. Le PCI, c'était largement le quart des voix aux élections. Bon. Et Alcide de Gasperi, alors bien sûr c'est un Européen convaincu,
dans cette période de ces relations entre ces bâtisseurs, on peut dire que c'est souvent ce qui revient dans les livres, on le considère un peu dans un rôle de médiateur, celui qui arrondit les angles, celui qui fait en sorte que malgré les points de vue opposés, la négociation continue à avancer. Je crois que c'est un terme assez juste à lui rendre. Alors j'ai pris une citation, ne la prenez pas en note, vous la retrouverez éventuellement sur le site de l'UTL si vous souhaitiez, ou sur le blog. C'est que c'est très typique de ce monsieur Alcide de Gasperi. L'avenir ne se construit pas grâce à la force. Vous voyez, ce profil un peu médiateur, homme tranquille, qui cherche à faire avancer les choses, ni à l'esprit de conquête, mais, c'est ça qui est important, grâce à la patiente application de la méthode démocratique. Un homme patient, à l'esprit constructif des accords et au respect de la liberté. Même s'ils ne sont pas tout à fait de même tendance, ça nous rappelle beaucoup Jean Monnet. Jean Monnet et ce qu'on va appeler sa politique des petits pas. Alors celui que j'ai déjà cité, donc ce Belge, Paul-Henri Spaak. Alors lui, c'est pas un bulldozer, mais pas loin quand même. Ça décoiffe quand il prend la parole. Bon, et c'est assez intéressant parce que chez lui, alors, qu'est-ce qui peut le caractériser? C'est plutôt le côté un peu visionnaire. C'est un homme qui essaye de regarder l'avenir et il essaye d'entraîner le monde avec lui. Vous voyez, c'est par là qu'il faut aller et puis basta, allez-y, on y va. Bon. De temps en temps, il ne se faisait pas que des copains parce que justement, il voulait avancer un petit peu vite. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est son passé. À la différence des hommes qu'on a vus qui sont assez largement issus de la démocratie chrétienne, lui, il a été membre jeune du Parti ouvrier, c'est-à-dire le Parti socialiste belge. Ce qui veut dire qu'à cette période-là, la création des institutions européennes, comme quelquefois on le dit de manière un peu raccourcie dans les livres d'histoire, n'est pas une création de la démocratie chrétienne. Pas uniquement, tout au moins. Il y a d'autres profils politiques qui y ont participé, et c'est très bien, parce que c'est ce qui fait son succès, finalement. Bon, les étapes, il a été ministre du gouvernement belge en exil, qui était à Londres. Un vocable qu'on n'a pas entendu jusque-là, qui est le mot Benelux. Benelux, vous comprenez, Belgique, Néderlande, Luxembourg. Alors Benelux, c'est intéressant parce que c'est un concept qui a été forgé dès les années de guerre, 43-44 par là, et de la part de ces petits pays qui se sont dit, quand la guerre va se terminer, et on sentait qu'on en approchait, pas encore tout à fait, mais qu'on commençait à s'en approcher, eh bien on va fonder entre nous, 3 petits pays de l'Europe occidentale, une coopération et qu'on va appeler le Benelux. C'est un modèle qui est assez intéressant parce qu'il a inspiré par la suite les constructions qui se sont faites, la CK, la CE, etc. Donc on a besoin de petits au milieu de pays plus grands, comme l'Italie, la France ou l'Allemagne. Alors Spaak, il a joué, c'est clair, un rôle déterminant, notamment à une période un peu difficile, parce qu'après une première construction très réussie qui est la CK, il y avait eu une difficulté avec l'échec de la Communauté européenne de défense, et c'est lui qui va relancer la machine. Et l'a relancer notamment à une conférence qui est assez connue, qui est la conférence de Messine, en Sicile. Est-ce que les lieux un peu idylliques au bord de la Méditerranée ont favorisé son projet? Toujours est-il que ça a été une conférence qui était un vrai succès. Bon. Et lui, eh bien, il dit qu'il a été un fervent défenseur de la coopération économique, mais j'ai rajouté aussi et politique, parce que c'est d'abord un politique, Spaak. Quelqu'un d'éminemment remarquable qui est de chez nous, vous reconnaissez la photo de Jean Monnet. Jean Monnet, qui est un profil un peu différent. C'est incontestablement un réaliste, pragmatique, et, comme on l'a dit souvent, qui a voulu faire avancer l'Europe pas à pas. Quelquefois on dit à petits pas, en réalité je ne crois pas que ce soit un terme qu'il ait effectivement dit. Bon. Alors il a une originalité, c'est que lui vient du milieu de l'entreprise.
sa famille avait une entreprise située dans la ville de Cognac et effectivement commercialisant du cognac. Du cognac très largement dans le monde entier, ce qui l'avait amené à voyager et à aller visiter d'autres coins de la planète et donc à ouvrir les yeux sur un monde qui, à cette époque-là, en Europe occidentale, n'était pas toujours si bien connu que ça. Hein? Bon. Alors, comme profil, on a du mal parfois à le situer, plutôt libéral, mais en même temps, alors libéral, peut-être on peut penser à sa fonction de chef d'entreprise, mais il est également habité par des préoccupations sociales. Et tout ce qui a été mis en place, par exemple, chez nous à la Libération, la sécurité sociale, par exemple, ou autre, il y a complètement adhéré. Hein. Et il va former un très bon tandem avec Robert Schuman, qui, lui, si on fait le lien entre les deux, il y en a un, c'est le réaliste pragmatique, et Schuman, c'est l'idéaliste. Pour voir le beau discours de 1950. Bon, c'est un très beau phrasé, il y a des termes magnifiques, la paix, etc. Bon, c'est pas une Europe romantique, hein, c'est pas ce que je veux dire, mais je veux dire, il était plus dans quelque chose qui correspondait à un idéal par rapport à ses valeurs. Alors, ces valeurs, non seulement il appartient à la démocratie chrétienne de l'époque en France, qui s'appelait le MRP, mais ça serait insuffisant pour le qualifier. C'est un homme, Robert Schuman, qui était habité, il y a incontestablement, par sa foi chrétienne, et dont il va faire un des ressorts de sa volonté de bâtir une Europe en paix. C'est très frappant. Quand on lit son courrier, par exemple, il a été publié ces derniers temps, bien on voit ce côté du personnage. Comme il était assez pudique, il ne le disait pas comme ça sur la scène publique, mais c'est bien la réalité. Alors, je reviens à Jean Monnet, donc c'était le commissaire général au plan. Le commissariat général au plan, aujourd'hui, c'est une coquille vide. Bon, on a donné un sucre, pardon, c'est pas bien, au maire de Pau pour... enfin, pardon. Mais c'est pas une grosse responsabilité, on va dire. Alors qu'à l'époque, oui. C'était là où se réfléchissait et se discutait les axes de développement économique pour les années futures. Alors, Jean Monnet, il est certainement un des inspirateurs du discours de Schuman, dont on va reparler de 1950. Et il va jouer un grand rôle dans le démarrage de la CECA. Bon, voilà Robert Schuman, homme un peu austère, mais une figure magnifique. Bon, là, Robert Schuman, j'ai commencé déjà à en parler. Ce que je n'ai pas dit à son sujet, c'est le côté frontalier un peu du personnage. Pourquoi je dis ça? Il est né à Luxembourg, mais il est issu d'une famille toute proche qui vient du département de la Moselle. Quand vous voyez la date de sa naissance, la Moselle est allemande, hein, ainsi que les départements alsaciens. Donc, il va passer une partie de son enfance en Lorraine, et étudiant, il va étudier aussi bien en Allemagne qu'en France. Bon. Et il est attaché aux différentes cultures. Hein, celle qu'il connaît, c'est la culture française, bien sûr. De cœur, c'est sa première culture, si je puis dire. Mais il va être imprégné aussi de culture allemande. Et par rapport à ce qui est marqué en haut de la diapo, il va faire la connaissance d'un groupe d'influence qui est assez sensible en Allemagne. Alors ça date des années 1912-1913, juste avant la Première Guerre mondiale, qui est le Katholikentag, qui est, comment on pourrait définir ça, un groupe, comme le nom l'indique, donc catholique, mais qui est complètement ancré dans la vie politique et sociale. Hein. Ce n'est pas un groupe d'églises à l'écart, de monastères ou autre, pas du tout. C'est des gens qui essayent de vivre ce qui les anime au cœur de la vie politique et sociale. Il retrouvera d'ailleurs, après la Deuxième Guerre mondiale, du côté allemand, des gens qu'il avait connus au Katholikentag. Pendant la guerre, il va être en zone libre, puis dans la clandestinité, et il va s'engager ensuite dans
construction européenne. Alors voilà, il y a ce fameux discours de 1950 qu'on va regarder un peu plus à l'instant, c'est le Joël prononce. C'est un discours qui avait été, comment dirais-je, assez bien camouflé. C'est-à-dire que la plupart des personnes qui sont venues l'écouter n'avaient pas connaissance du propos qu'il allait tenir. Les chancelleries, il était ministre à l'époque des Affaires étrangères, même de pays assez proches, Grande-Bretagne, États-Unis, etc., n'ont connu à peu près la teneur du propos que la veille. Sur Internet, j'en ai mis qu'une toute petite partie, et ça commence par nous dire que la paix mondiale ne saurait être sauvegardée sans les efforts créateurs à la mesure des dangers qui peuvent la menacer. Bon, voilà. Après, regardons en bas du deuxième paragraphe, une phrase peut-être la plus connue du discours de Schuman. L'Europe n'a pas été faite, nous avons eu la guerre. C'est une relecture de l'histoire. Par rapport à l'esprit de Locarno, 1925, vous vous en souvenez, ça n'avait pas été jusqu'au bout parce qu'après il y a eu la Grande Dépression, l'accession au pouvoir des dictatures. Voilà, l'Europe n'a pas été faite, nous avons eu la guerre. Et puis, là, on est dans un paragraphe probablement, d'inspiration ou écrit même par Jean Monnet, qui dit quoi? L'Europe ne se fera pas d'un coup, ni dans une construction trop vaste d'ensemble, elle se fera par des réalisations concrètes. Ça va être la communauté du charbon et de l'acier, qui crée des solidarités de fait. Et le dernier point là dans cette page, encore une fois il n'y a pas tout le discours, le rassemblement des nations européennes exige, c'est pas demande, c'est exige que l'opposition séculaire de la France et de l'Allemagne, il sait de quoi il parle, il appartient aux deux cultures, soit éliminée. Donc l'action entreprise doit toucher au premier chef la France et l'Allemagne. Continue notre galerie avec le chancelier Adenauer. Alors on va retrouver un profil qui correspond à des personnages qu'on a déjà vus. Il est né à Cologne, à la fin du XIXe siècle, dans les années 1880, dans cette grande ville dont il va être le bourgmestre, c'est-à-dire le maire en clair. Le bourgmestre, c'est le maire. Et lui aussi est issu d'une famille de la bourgeoisie catholique. Et il va être chassé de son poste de maire à Cologne quand les nazis prennent le pouvoir en 1933. Il va connaître la prison à plusieurs reprises, là dès 1933, après à la suite d'un phénomène de vaste épuration qui a été ce qu'on appelle la nuit des longs couteaux dans l'histoire de l'Allemagne, ça doit vous rappeler peut-être quelques souvenirs. Et il a été à nouveau en prison, il a même failli être exécuté. Vous vous souvenez peut-être qu'en juillet 1944, alors que les choses commencent à aller mal pour le Reich, des opposants, et avec parmi eux un colonel qui s'appelle Stauffenberg, avaient tenté un attentat contre Hitler. Malheureusement, la baraka du Führer a fait qu'il n'a pas été tué, alors que c'était pourtant ce qu'on pouvait attendre de la bombe qui était placée là, une grande chance. Et du coup, il y a eu à nouveau à cette période-là une grande répression qu'a connue à nouveau Adenauer. Il va jouer un rôle, on l'a vu, dans la CDU naissante, et il porte effectivement une forte conviction européenne, commun avec ceux qu'on a vus jusque-là, et au fond, pour lui, ça marche de pair, d'abord parce que ça sera un facteur de paix, et parce que ça sera un facteur de croissance économique. Les deux vont ensemble dans l'esprit d'Adenauer. Il est hostile, voire très hostile à l'URSS, même si dans ses discours, on voit assez peu de choses sur la séparation de fait qui existait entre RDA, Allemagne orientale, et l'Allemagne fédérale. Plutôt atlantiste, donc voyant bien tout le rôle que les États-Unis pouvaient jouer concernant la protection de l'Europe. Alors, je reviens à Courrier, puisque vous avez la gentillesse de m'envoyer quelques petits mots. Donc, c'était après la semaine dernière.
il me vient à l'esprit qu'il faudra mettre l'accent sur le redressement économique de l'Allemagne, d'accord, ce qu'on commence à voir, tout comme celui du Japon, mais c'est ici hors sujet, après 1945. En effet, alors qu'elles ont été totalement anéanties, comment ces deux nations se sont-elles redressées aussi rapidement au point de devenir, à la fin du siècle, les respectivement deuxième et troisième puissances économiques du monde? Le propos est complètement juste. Alors, j'ai le mot pour le mail, mais je me garderai bien de le dire. Hein. Voilà, c'est peut-être que celui qui l'a écrit s'y reconnaîtra. Cette question, elle est intéressante et c'est pas pour faire une parenthèse, mais j'ai envie de la prolonger à partir de ce qu'on vient de voir concernant le chancelier Adenauer. Alors, le point commun entre les deux pays, il y a dans le redressement incontestablement des pays qui ont une grande culture du travail. Ça, c'est commun aussi bien à l'Allemagne qu'au Japon. C'est deux pays où l'adoption rapide d'institutions démocratiques, au Japon complètement imposée par on peut dire le tutorat américain, hein, protectorat américain presque, mais ont été très vite acceptées et bien acceptées. Et puis, un autre trait, alors qui est plus dans la sphère économique, c'est le fait que c'est des pays qui se sont axés dans leur développement économique vers des productions industrielles à valeur ajoutée croissante, et ceci assez rapidement. Deux petits signes anecdotiques, c'est assez frappant quelquefois ce genre d'anecdote. Concernant leur aura dans le monde, il y a deux déclics majeurs. En 1954, l'Allemagne va gagner la Coupe du monde de football. Eh oui. Et en 1960, le Japon organise les Jeux olympiques. Hein. Autrement dit, de pays parias, qu'ils étaient à l'issue de la guerre, ça devient des pays qui ont une reconnaissance internationale symbolique. Hein. Et ce n'est pas négligeable. Alors on laisse là de côté le Japon, mais regardons du côté de l'Allemagne, puisque vous me suggérez de prolonger un peu le propos. Alors Adenauer, qui est pour une part, hein, toutes ses équipes, son gouvernement, ses ministres, il va être un fédérateur. Un fédérateur et un homme qui va réconcilier les Allemands avec eux-mêmes. Pas évident, hein, de connaître les 12 années de Reich, et réconcilier l'Allemagne avec l'Europe et le reste du monde. C'est là où c'est quelqu'un qui a joué un rôle important. Il a été pendant une longue période au pouvoir, hein, jusqu'après le traité de l'Élysée en 1963, hein, donc une grande longévité, même s'il n'était pas tout jeune. Et là aussi, il y a une citation, mais que vous pourrez retrouver dans le blog ou dans la vidéo. Au cours des décennies précédentes, il a dit au moment où se discutait la CECA, la communauté du charbon et de l'acier, le charbon et l'acier ont joué un rôle destructeur dans les conflits entre les peuples d'Europe, puisqu'ils étaient utilisés pour fabriquer des armes. Espérons que le charbon et l'acier uniront à présent les peuples afin que ces derniers pensent et agissent ensemble. Alors on reste dans la question donc posée par l'un d'entre vous et disant mais comment ça se fait qu'il soit arrivé à être parmi les trois principales puissances mondiales quand on va s'approcher des années 90 quoi. Alors ce qu'on appelle le miracle économique allemand. Je sais qu'il y a des germanophones parmi vous, donc je préférais que ce soit l'un d'entre vous qui prononce parce que moi ça va être désastreux. Wirtschaftswunder, mais comme on dit, à peu près. Bon. Donc ce terme un peu compliqué, voilà, pour nous ça veut dire le miracle économique allemand. Les raisons politiques, donc on a vu la stabilité, je rajoute la présence aux côtés d'Adenauer, même si ce n'était pas le grand amour entre eux, du ministre des Finances, qui plus tard sera chancelier, qui s'appelle Ludwig Erhard, qui, effectivement, va mener une politique économique très efficace. Et puis, la raison politique, c'est l'adhésion, tout simplement, de l'Allemagne au processus de construction européenne. Alors, il n'y a pas que des raisons politiques qui expliquent cette renaissance allemande. Il y a des raisons économiques et budgétaires.
Hors budgétaire, comme c'est des questions qui sont pas mal débattues, vous avez peut-être vu qu'hier, la Commission a remonté un peu les bretelles du gouvernement français compte tenu des déficits. Bon, les Allemands, au plan budgétaire, jusqu'à ces dernières années, c'est des gouvernements super rigoureux en la matière. Pas uniquement parce que c'est bien dans la culture allemande, mais aussi parce que ça figure dans la loi fondamentale, qu'on ne doit pas avoir de budget en déficit prolongé. Alors les raisons économiques, tout d'abord, le gouvernement allemand a su fort bien valoriser, comme les autres pays européens, les aides du plan Marshall, bien sûr, qui a été une aide très efficace. La qualité des produits industriels, je l'ai dit tout à l'heure, j'y reviens pas. Ah si, leur succès sur les marchés extérieurs, c'est le moment où la machine économique allemande va se tourner vers l'export. Ce qu'elle continuera à faire jusqu'à nos jours, hein, tout à fait. La question du capitalisme rénant. Peut-être parmi vous, certains se souviennent d'un livre déjà un peu ancien de Michel Albert qui s'appelle « Capitalisme contre capitalisme ». Bon, c'est peut-être plus dans le disque dur, mais vous l'avez certainement lu parce que c'est un bouquin passionnant. Il distingue deux types de capitalisme. Le capitalisme anglo-saxon libéral, voire ultralibéral, qui est un capitalisme financier, ça, et dont l'archétype, c'est l'Angleterre de Madame Thatcher ou les États-Unis de Ronald Reagan. Et il dit ce capitalisme-là n'a rien à voir avec le capitalisme rénant. En quoi ce capitalisme rénant diffère ? Eh bien, tout simplement parce que dans l'organisation et le fonctionnement des entreprises en Allemagne, on a d'autres types de préoccupations que les dividendes qu'on verse aux actionnaires. C'est la marche de l'entreprise sur le temps long, c'est l'association de toutes les forces de l'entreprise et bien sûr au premier chef les salariés, ce qui veut dire qu'à cette époque-là, et ça l'est encore, dans les conseils d'administration des entreprises, il y avait des représentants des salariés qui n'étaient pas des potiches, qui jouaient un rôle tout à fait actif. C'est aussi le temps de la négociation et de prendre le temps pour des compromis de répartition de la valeur, comme on dit. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a jamais eu de grève, non, c'est pas ça, mais il y a une vraie culture du compromis de manière à ce que ce capitalisme-là laisse une large place de ce qui est généré par la vie des entreprises, aux intéressés, en premier chef, les salariés. Ouais, pas inintéressant. Aujourd'hui, la mondialisation est passée par là. Les entreprises allemandes sont comme les autres. Mais ça a bien subsisté, on peut dire, pendant une bonne quarantaine d'années. Et ça a contribué, c'est mon interprétation, mais je ne suis pas le seul, à cette forme de ce qu'on appelle le miracle allemand. Les ressources humaines et la formation, les ressources humaines, elles avaient beaucoup diminué, puisqu'il faut se souvenir que l'Allemagne a eu plus de 6 millions de morts pendant la guerre. Et dans ces morts, il y a des morts civiles, il y a des morts militaires, et donc une partie de la jeune génération n'était plus là. Alors il y avait eu, je ne sais pas si vous vous souvenez, on a vu, peut-être pas la dernière fois, mais l'avant-dernière, les flux de retour vers l'Allemagne de populations germanophones venant de Silésie, etc., au fur et à mesure qu'ils se déplaçaient vers l'ouest en fonction des nouvelles frontières de la Pologne, par exemple. Venant aussi un peu de Tchécoslovaquie, ce qu'on appelait le territoire des Sudètes. Mais globalement, les ressources humaines, elles avaient connu une diminution sensible, et donc, que ce soit en temps de travail ou en temps d'activité, souvent même assez jeune, il fallait faire en sorte que le maximum d'Allemands et d'Allemandes participent à la vie économique. Alors je mets la formation parce qu'il y a quelque chose qui est demeuré célèbre depuis, mais c'est les grandes années de ce qu'on a appelé en Allemagne, alors je ne sais pas le mot en allemand, ce qu'on appelle l'alternance. L'alternance, c'est un système où le jeune, à partir de 16 ans, parfois un peu plus, ça ne veut pas dire qu'il ne va pas faire des études un peu longues, pas ça, mais il va combiner temps de formation et d'apprentissage avec le temps de la vie en entreprise, ce qui, par le fait même, augmente les ressources.
et qui est quelque chose d'important, me semble-t-il. Et qui a trait, mais pas seulement, à l'Ukraine. Ça concerne un avis de la Commission concernant les pays qui pourraient être amenés à adhérer à l'Union européenne. Alors vous reconnaissez le président Zelensky, cette demande d'adhésion de l'Ukraine. Alors, ce qui frappe tous les analystes, et effectivement les lisant, je trouvais des choses que personnellement je partageais, c'est incontestablement une accélération des processus en termes de demande d'adhésion. Alors j'ai mis l'Ukraine, mais vous pourriez rajouter la Moldavie, dans une moindre mesure la Géorgie, parce que c'est un cas différent. Quand on regarde les derniers entrants, rentrer dans l'Union européenne, ça prend du temps. Regardez pour la Hongrie et la Pologne, 10 ans largement. La Roumanie et la Bulgarie encore plus, 12 ans. La Croatie, le dernier entrant, 10 ans. Et puis beaucoup de pays qui ont commencé à demander même avant. Qu'est-ce qui est en train de se passer? Et pour bien comprendre ce fait d'actualité, il faut regarder de près quel est le processus d'adhésion et de voir les questions que ça peut poser. J'en vois 3 questions. Peut-être vous en verrez d'autres par vous-même, ce sera très bien, ça enrichira. Le processus d'adhésion à l'Union, quel est-il? Il faut grosso modo 5 étapes. 5 étapes, sachant que tout État, précisons européen, puisqu'on est dans l'Union européenne, peut demander à devenir membre de l'Union. Ce n'est pas interdit de demander. C'est l'article 49 du traité de Lisbonne qui est devenu le traité de l'Union européenne. Il y a quand même une condition, dès lors qu'il respecte les valeurs de l'Union, liberté, démocratie, respect des droits de l'homme, liberté fondamentale, l'état de droit, la liberté de la presse, etc., etc. Donc c'est par ça qu'on va commencer. Mais il y a 2 autres types de questions. C'est que l'Ukraine, c'est un pays qui connaît la guerre sur son territoire. Et donc, on peut se poser légitimement une question, mais quid de cette solidarité européenne, compte tenu que, toujours dans ce même traité de Lisbonne, qu'on ne devrait plus appeler traité de Lisbonne, mais le traité de l'Union européenne, puisque c'est comme ça qu'il faut l'appeler dorénavant, il y a un article 42 qui, dans son 7e alinéa, prévoit une solidarité par rapport à un pays attaqué. Oui. Et puis il y a une 3e série de questions, c'est à l'intérieur de l'ensemble européen, pays de l'Union, institutions européennes, quel jeu d'acteurs est en train de se passer? Vous avez bien compris dans mon propos qu'il y a une personne qui pousse, c'est la présidente de la Commission, Ursula von der Leyen. Mais il n'y a pas qu'elle, bien sûr. Alors regardons le processus d'adhésion. Alors, première étape, quand un pays veut rentrer, il a besoin de conclure, d'abord il formule la demande et de conclure un accord d'association avec l'UE. Et on lui demande, à ce pays qui demande, d'intégrer dans son droit, alors l'expression à Bruxelles, c'est l'acquis communautaire, c'est-à-dire tout ce que j'ai énuméré, le respect de l'état de droit, les libertés fondamentales, la démocratie. Donc ça date de quand? Février 2019, c'est-à-dire il y a un peu plus de 4 ans. Le Parlement ukrainien donc a formulé sa demande d'adhésion à l'Union européenne. Ça, c'est la première étape. Donc, on n'est pas à 10 ou 12 ans comme on l'a vu dans les pays qu'on a cités au début. Deuxième étape, c'est le pays doit obtenir le statut de pays candidat. Alors, chaque terme est précis, juridiquement. Donc, le pays va adresser sa demande au Conseil de l'UE, qui peut lui accorder ou différer cette situation de pays candidat, mais il le fait, le Conseil, donc c'est l'exécutif, les chefs d'État et de gouvernement, qu'après avoir consulté la Commission et après l'approbation du Parlement européen, ce qui prend un peu de temps.
Alors là, regardez bien le calendrier. Vous vous souvenez que l'invasion russe en Ukraine, 22 ou 24 février 24, le 28, la présidente, mais alors là c'était dans une présentation à titre personnel, émet déjà un avis positif. Elle n'a pas perdu de temps. Et le 17, donc c'est au nom de toute la commission qui a délibéré, 17 juin, elle recommande d'accorder ce statut de pays candidat. Et qu'est-ce que l'on voit? Eh bien qu'il y a un accord unanime du Conseil, donc qui suit la commission, le 24 juin de la même année, 2022. Quand on connaît la marche habituelle de l'Europe, là on est, c'est pas du marathon, c'est du sprint. Hein. La suite des étapes, eh bien, il s'agit de mettre en œuvre ce qu'on appelle la stratégie de préadhésion. Alors c'est quoi? Eh bien c'est qu'on demande au pays de revoir eh bien, l'ensemble de sa législation pour se conformer à des critères juridiques, politiques, économiques qui sont ceux de l'Europe. Et c'est l'UE qui donne une sorte de livre aux pays candidats où il y a, eh bien, messieurs, voilà tout ce qui aurait lieu de faire si vous voulez être dans les clous. Alors, bon, c'est assez gros comme évidemment, mais pour le cas de l'Ukraine, donc c'était rassemblé en sept ensembles, 7 domaines qui ont été énoncés. Alors, je reprends quelques têtes de chapitre: la lutte contre la corruption, l'indépendance judiciaire, ça c'est un point qui fait problème, y compris quand des pays sont déjà rentrés, comme la Hongrie ou comme c'était la Pologne il n'y a pas longtemps. Le respect de l'état de droit, la lutte contre l'influence des oligarques, etc. Et donc, au plan technique et juridique, l'Union délègue des moyens pour aider à la mise en place de réformes institutionnelles et économiques. C'est-à-dire, bon, effectivement, on est là pour vous donner un coup de main pour renouveler votre législation et qu'elle soit au point. Et alors, ce qui est étonnant, puisque fait d'actualité, donc 8 novembre 2023, Madame von der Leyen, au nom de la Commission, eh bien, elle dit quoi? Que les résultats sont quasiment atteints. Elle donne le taux de plus de 90%. Et elle propose, ni plus ni moins, au Conseil d'engager les conditions d'adhésion. Voilà. Bon, vous voyez, en l'espace de 3-4 ans, le chemin parcouru. Alors quand on observe tous les points qui ont été votés par le Parlement ukrainien, c'est là où il y a peut-être un petit point d'interrogation, c'est que les textes, bon, effectivement, on va dire, ils sont conformes. Mais après, il y a toute la mise en application. Est-ce que ça va pouvoir se faire à la mesure de ce qui est inscrit dans la législation nouvelle? Voilà, là il y a un point de... Donc, l'étape qui vient après, c'est ce qu'on appelle l'ouverture des négociations d'adhésion. D'adhésion, à ce moment-là, c'est le Conseil, donc les chefs d'État et de gouvernement, qui va se prononcer sur la proposition de la Commission. Et ça ne va pas être dans longtemps, ça sera dans même pas un mois, 14 et 15 décembre prochain. Donc, messieurs les chefs d'État et de gouvernement, il faut que vous vous prononciez. Le point délicat, c'est que vous prononcez à l'unanimité. Ce qui n'est pas gagné. Ce qui n'est pas gagné. Alors voilà où on en est. Bon, après la commission, retour de ce que va dire et décider le Conseil, la commission va poursuivre. C'est-à-dire que même si elle estime que l'essentiel est fait, il va y avoir un nouveau rapport qui va être élaboré sur ce qu'on appelle l'acquis de l'UE, même si le pays est en période de guerre, et ça serait délivré en mars 2024. Bon, alors vous voyez, en termes de processus d'adhésion, vous êtes assez frappé par la rapidité avec laquelle c'est fait pour un pays qui connaît les vicissitudes de la guerre. Assez remarquable. Bon, ce qui veut dire que le Parlement ukrainien, quels que soient les bombardements, il a travaillé énormément ces derniers temps. Alors le deuxième questionnement, c'est quid de l'adhésion d'un pays qui est en guerre? Eh oui.
Bon, et la guerre est une réalité du quotidien, malheureusement. Alors, la question qui est posée, et c'est en ce sens-là, il y a quand même quelque chose qui a besoin d'être vraiment analysé et regardé de près, c'est qu'est-ce que dit le traité de l'Union européenne. Le traité de l'Union européenne, je vous redis, son article 42.7, c'est le texte exact que les États de l'Union doivent porter aide et assistance si un membre est victime d'une agression armée sur son territoire. Et oui, avec une clause particulière pour quelques très rares pays d'Europe qui sont des pays dits neutres. Il y a le cas de l'Autriche, il y a le cas de Malte, de Chypre et peut-être de l'Irlande. Je crois qu'ils sont 4. Bon. Alors, la question évidemment, c'est comment cet article 42, il serait interprété si l'Ukraine devient membre. Hein? Eh oui. Normalement, ça veut dire qu'il faut apporter aide et assistance. Le texte du traité est clair. Ok ? Et ça se double d'une autre question qui est la question de la double appartenance de la plupart de ces pays à l'OTAN comme à l'Union européenne. Alors, regardons un petit peu. En vert, c'est les pays de l'OTAN. Les pays de l'OTAN, excusez-moi. Les pays de l'OTAN. Ah, heureusement que vous êtes là pour me surveiller. Le cercle bleu, il entoure les pays de l'Union européenne. Alors, vous voyez que la carte date un peu, puisque la Finlande, qui est membre de l'OTAN aujourd'hui, et la Suède, normalement, devrait l'être, si la Turquie ne venait pas un espèce de chantage depuis pas mal de mois pour monnayer son vote positif. Voilà, donc, vous voyez, ici, on a l'Ukraine qui demande son adhésion à l'Union européenne, qui demande également son adhésion à l'OTAN, mais ils ne se font pas trop d'illusions parce que le gouvernement russe a dit que c'était c'était pas du tout envisageable. Bon, etc. Donc, la question c'est comment se combinerait une réponse de l'OTAN et une réponse des pays de l'Union européenne si l'Ukraine venait à adhérer à l'Union européenne. Vous voyez qu'on est devant une question qui est complexe. Et oui, très complexe. Parce qu'on a envie de dire, oui, l'Ukraine, c'est vrai qu'elle a été agressée, qu'on aimerait lui porter assistance. Mais en même temps, ici, on a un pays qui a 6000 têtes nucléaires, personne ne peut l'oublier. Et dernier point, oui, pour en terminer à peu près dans les temps, c'est le troisième questionnement. Quelquefois on utilise le terme, c'est pas très bien me semble-t-il, mais bon, parfois on parle du jeu d'acteurs, c'est-à-dire de voir comment se positionnent les institutions ou les pays par rapport à une question comme celle-là. Bon, pour la Commission, il n'y a pas photo, elle est pour. Mais il y a une question, c'est de savoir, et même des auteurs qui sont tout à fait très européens. Je vous avais cité Jean-Dominique Giuliani, par exemple, le président de la fondation Robert Schuman. Il trouve que la Commission va un peu loin en matière de politique étrangère, par exemple. Bon, alors c'est la question, est-ce que la Commission est dans ses attributions? Est-ce qu'elle les dépasse? Si on lit le traité exactement, pas vraiment, puisqu'encore une fois, les étapes, les navettes entre le Conseil et la Commission sont tout à fait prévues dans le traité. Bon, alors il y a en même temps, si on s'interroge sur peut-être parfois de flirter un petit peu avec la limite de ses attributions concernant la Commission, on peut se poser la question, mais qu'est-ce qui pousse, parce que c'est des gens raisonnables, les commissaires et la présidente aussi, à un peu accélérer le rythme? C'est évident, c'est les élections américaines de l'an prochain. Mais oui, si on a des Américains avec une administration républicaine qui venait à se retirer peu ou prou du champ de sécurité européen, quid? Quid? Bon,
Il y a aussi peut-être une autre raison, c'est la lassitude des opinions qui peut parfois grandir, même si elle n'est pas encore majoritaire. Il y a effectivement ce souci d'accélérer le processus. Bon, là voilà, la commission, vous reconnaissez sa présidente. Ici, il y a quelqu'un d'important. C'est le vice-président de la commission qui est chargé des relations extérieures. Ce qui montre bien d'ailleurs que la commission a un rôle en la matière. Non, les voilà. De l'autre côté au Conseil, un monsieur plus prudent, Charles Michel, c'est effectivement de rappeler qu'il y a des questions, il y a des soucis. Bon. Alors ça, on le verra, puisqu'il y a une autre question qui m'a été posée, qui était la question suivante, et puis je vais en terminer par là. Vous serait-il possible un jour de nous fournir des explications sur le fonctionnement des institutions européennes entre Conseil, Commission, Parlement et autres? J'avoue que je suis un peu perdu. Bon. Alors, pour ne pas être totalement perdu en terminant pour aujourd'hui, vous voyez l'organe de décision, l'exécutif majeur, c'est le Conseil européen, c'est-à-dire la réunion des chefs d'État et de gouvernement. Bon, il est là. Et le Conseil européen délègue un certain nombre de réunions à ce qu'on appelle le Conseil des ministres. S'il y a une question qui touche à la politique agricole commune, ça se passe ici. Ce n'est pas les chefs d'État et de gouvernement qui vont le traiter. Sauf s'il y en a besoin parce qu'il y a un désaccord entre les deux instances. Au centre, et ce n'est pas par hasard, c'est pas moi qui ai réalisé ce document. Ça veut dire que dans la littérature, la Commission est de plus en plus perçue comme étant au centre de la vie bruxelloise, de la vie européenne. Alors est-ce que c'est très bien, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est assez bien? Ça je vous laisse juger, mais ça c'est la réalité. Et la réalité, on dit quelquefois que la Commission c'est le moteur de l'Europe. Bon. Et puis ici, qui a pris une place plus importante dès lors que le Parlement a été élu au suffrage universel, 1976 76, oui. Bon, je crois que vous n'allez pas me contredire. Voilà, ici, le Parlement, donc, qui est l'autre composante. Alors vous voyez que c'est un peu différent de... là, vous avez la Cour de justice, qui va démarrer dès la CK. La différence par rapport à un État, vous avez l'exécutif, le législatif, le judiciaire. Dans les institutions européennes, vous avez cette institution un peu atypique, qui est la Commission, qui est là pour faire avancer les choses. Voilà. Mais on y reviendra, puisque je reconnais qu'il y a un certain bien fondé dans la question, et que pour tout un chacun, ce n'est pas toujours très facile de voir les préoccupations des uns et des autres. Merci beaucoup. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez nous rejoindre à l'Université du temps libre de Tarbes et de Bigorre à l'adresse utl-tb.info. Et n'oubliez pas, si ce n'est déjà fait, de vous abonner.